Un fleuve au cours paisible, baignant des rives bordées d'élégantes demeures. Des collines aux courbes harmonieuses, couvertes de vignobles. Nous sommes en Aquitaine, et plus précisément dans le Bordelais, un territoire façonné par le cours de 3 fleuves. La Garonne, qui prend sa source dans les Pyrénées, et la Dordogne, qui voit le jour dans le Massif central. Ils se rejoignent pour donner naissance à la Gironde, un estuaire large et puissant qui s'ouvre sur l'océan Atlantique. En naviguant sur chacun de ces fleuves, nous allons découvrir la personnalité d'une région tout à la fois ancrée dans le terroir et ouverte sur le monde. C'est à Bordeaux, baigné par les eaux de la Garonne, que nous ouvrons le premier chapitre de cette longue histoire. C'est l'été. Bordeaux a des allures de ville méridionale. Depuis la rénovation des années 2000, les Bordelais redécouvrent et même se réapproprient leur ville. En faisant peau neuve, l'image de la cité froide, bourgeoise et très british s'estompe peu à peu. Bordeaux retrouve des couleurs oubliées. Celles du grand port, autrefois ouvert sur le monde, et celles des bâtiments du XVIIIe siècle aux façades de pierre blonde. Une ville retrouvée qu'Yves Simonet évoque avec passion. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or à Bordeaux. Comme au Moyen-Âge, la ville va devenir riche grâce à son fleuve. Comme au Moyen-Âge, on va continuer à vendre du vin. Et la grande différence avec le Moyen-Âge, on ne peut pas être fier de ça, mais évidemment, c'est le commerce triangulaire, le commerce du sucre, Haïti qui faisait vivre Bordeaux. Et Bordeaux va quand même devenir, excusez du peu, le premier port français, le deuxième port d'Europe, une vingtaine d'années avant la Révolution. Alors, la Révolution, l'Empire, ça a été le marasme, mais quand même, c'est l'âge d'or de Bordeaux, c'est avant la Révolution. Place de la Bourse, c'était la place royale des années 1730 à 1750. C'est l'architecte Gabriel qui amène à Bordeaux le style classique français. On voit de suite que c'est français avec la forme des toits. Les toits, la mansarde, on ne peut guère faire plus français. Alors la place de la Bourse, ce sont les bâtiments du roi. Et évidemment, la place de la Bourse est faite pour le roi, pour les Bordelais. C'est plus simple, plus sobre. Mais regardez quand même, on voit bien que la deuxième façade de Bordeaux, toutes les maisons se terminent par une même hauteur, même toit en ardoise, même décor. Et ça, on peut le dire en toute modestie, mais quand même, c'est le plus long morceau d'architecture du XVIIIe siècle ordonnancé. Il y a plus de 700 mètres, c'est quand même très très impressionnant. Après la pacification romaine, la christianisation et les pillages vikings, le destin de Bordeaux bascule en 1152 quand Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II de Plantagenet, associant pour 3 siècles la province à la couronne d'Angleterre. C'est l'époque où la ville s'enrichit grâce à l'exportation du claret, un vin rouge léger dont raffolent les Anglais. Au cours de la seule année 1303, les bateaux chargent 100 000 tonneaux, un record qui tiendra jusqu'en 1950. Le commerce du vin est florissant, mais au XVIIIe siècle, le port commence à regarder vers d'autres horizons. Le XVIIIe siècle apporte beaucoup de nouveaux par rapport à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire la découverte du Nouveau Monde, manifestement.
Bordeaux va devenir un port colonial, on pourrait presque dire, avec les Antilles. Et il va livrer aux Antilles beaucoup de produits, dont du vin, dont des alcools, mais aussi beaucoup de pacotilles, que l'on va souvent échanger contre des esclaves sur la côte occidentale d'Afrique. Et au retour, il y aura évidemment les produits coloniaux, dont le sucre. Dès le XVIIe siècle, le quartier des Chartrons abrite les activités des négociants en vin flamands, allemands et anglais qui finissent par constituer une sorte d'aristocratie du bouchon. Des dizaines de voiliers jettent l'ancre devant les Chartrons. Ils sont entourés par une flottille de gabarres, apportant les fûts de vin chargés dans les petites exploitations des bords de la Garonne. Au cours du XVIIIe siècle et surtout juste avant la Révolution, dans les années 1760-1780, il y a une recrudescence du commerce du vin qui est très importante et qui est due à la mondialisation, on pourrait presque dire, pour employer un mot d'aujourd'hui, des horizons commerciaux du port qui sont non seulement dirigés vers la mer du Nord, mais aussi vers l'Atlantique Nord, vers les États-Unis. L'horizon commercial des vins de Bordeaux s'élargit considérablement. Un tramway de métal sur un pont de pierre, c'est l'image qui résume sans doute le mieux Bordeaux. Une ville qui marie avec élégance, modernité et tradition. Impossible pour notre bateau de passer sous le pont de pierre de Bordeaux, le niveau de la Garonne est trop élevé. C'est donc en voiture que nous rejoignons Cadillac. Un petit clin d'œil involontaire à l'histoire d'Antoine Lomet, un aventurier français parti pour l'Amérique en 1683. Anobli pour fait de guerre, il prend le titre de seigneur de Cadillac. En 1701, il fonde le fort Pontchartrain, qui deviendra plus tard la ville de Détroit, la capitale de l'automobile. C'est donc en son honneur qu'en 1902, General Motors décide de donner le nom de Cadillac à l'un de ses modèles les plus prestigieux. Cette histoire attire sans doute chaque année de nombreux visiteurs dans cette petite ville tranquille des bords de la Garonne, dominée par le château des Ducs d'Épernon. À quelques kilomètres, la petite ville de Podensac possède elle aussi son histoire et ses héros. C'est en 1887 que Paul et Raymond Lillet créent un nouvel apéritif auquel ils donnent modestement leur nom. D'une certaine manière, cette boisson illustre l'histoire de Bordeaux, liée à l'intérieur du pays par les fleuves et ouverte sur le monde grâce à l'océan. Le Lillet est en effet composé de 85% de vin de Bordeaux et de 15% de liqueur de fruits, orange d'Espagne, d'Haïti ou du Maroc et quinquina du Pérou. Après la Seconde Guerre mondiale, Lillet est servi à bord des paquebots transatlantiques et, reconnaissance suprême, il entre dans la composition du cocktail préféré de James Bond. Avant de quitter la région, nous nous rendons au chantier de Tramacé. En 1985, après un siècle et demi d'activité, les chantiers ferment leurs portes. Ils sont aujourd'hui relancés par une association qui s'est donné pour mission la sauvegarde du patrimoine naval.
après-guerre finalement, le déclin de la marine marchande par le fleuve, remplacé par le ferroviaire et le routier, finalement, ont amené les chantiers à décliner. Donc ça a été laissé en friche. L'idée de l'association, c'était de remettre en vie ce lieu pour ne pas perdre cette histoire et ce savoir-faire. Pour la commune et pour le territoire, c'est vraiment un marqueur important. Les gabarres comme celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui sont des bateaux de transport de marchandises. Elles utilisaient la force du courant, puisque la Garonne, jusqu'à la Réole, subit les marées. Et du coup, c'est une force inespérée pour pouvoir faire du transport à moindre coût. Et avait un mât sur jumelles qui pouvait se plier pour traverser les ponts. Donc des bateaux complètement adaptés à cette navigation fluviale. Ces gabarres allaient plus ou moins jusqu'à la Réole. Donc en amont de Le Tourne et aller en général jusqu'à dans l'estuaire, bien évidemment Bordeaux pour décharger le maximum de marchandises et en ramener, mais après elle pouvait aller jusque dans l'estuaire, donc la pointe de Suzac, Royan, du coup jusqu'en Charente-Maritime. Au matin, nous avons rejoint notre bateau qui commence sa navigation sur la Garonne. Nous naviguons sur le fleuve et pourtant, les alignements de grues sur les quais ou les bateaux que nous croisons appartiennent plutôt à l'univers marin. Nous quittons bientôt la Garonne pour naviguer sur la Gironde, en direction de Pauillac, notre première escale. Pauillac, la capitale du Médoc, offre un point de départ idéal pour visiter quelques-uns des 1500 châteaux que compte la région. Le vignoble bordelais est divisé en terroirs, exprimant chacun une terre mais aussi une histoire. Parmi eux, le Médoc, une sorte de presqu'île située entre Gironde et océan Atlantique qui a donné naissance aux vins rouges les plus prestigieux de la planète. Il y a bien 1500 châteaux en Médoc, mais seuls 60 d'entre eux figurent dans la Bible des vins rouges de Bordeaux que constitue le classement de 1855. Depuis cette date, les lauréats des 5 catégories sont restés quasiment inchangés. C'est bien sûr le cas des premiers crus, les célébrités, Lafite Rothschild, Margaux, Latour ou Mouton Rothschild. Le château Pontet-Canet où nous arrivons fait partie de ce classement prestigieux voulu par Napoléon III à l'occasion de l'exposition universelle de 1855.
Les vignes de Pontet-Canet sont exploitées en suivant les principes du biodynamisme, comme la fertilisation organique, le respect des rythmes cosmiques et les vendanges effectuées à la main. Ouais, tu souffles un peu, toi, hein? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça se passe bien? Ah oui, oui, pour l'instant, tout va bien. Bon. Il en reste encore. Là, on est en train de traiter. On fait des traitements bio. Peut-être que le temps va changer ce week-end, donc on essaie de traiter avant la pluie, toujours pour être couvert, pour protéger nos grappes, c'est ce qu'il y a d'important, pour qu'elles arrivent bien plus tard à maturité au moment des vendanges. Voilà. Aujourd'hui, on a 5 chevaux, c'est pour éviter le tassement des sols. L'idée, c'est que dans une parcelle où on met un cheval, on ne revient pas avec le tracteur. Cet hiver, on en achètera un 6e, et petit à petit, on avance. Aujourd'hui, on fait avec les chevaux 40% de la propriété. Alors ici, nous sommes dans le cuvier bois qui date de l'époque Eiffel, donc fin 19e. Chaque parcelle a sa cuve de vinification, de façon à avoir la plus grande précision possible. Au niveau des assemblages, on a 16 cuves en chêne ici de grande contenance pour les grandes parcelles. Et quand on est passé en biodynamie en 2005, on est revenu aux cuves béton. C'est le matériau qu'on avait en fait dans les années 40. Et l'intérêt du béton, c'est sa propriété thermique, c'est qu'on a une épaisseur de 15 cm au niveau de la paroi. Donc la température peut rester constante au niveau des fermentations. La beauté des chais éclairés comme des œuvres d'art, le conditionnement des bouteilles, si l'on en doutait encore, le vin que l'on soigne ainsi est un produit de luxe. Ces petits pieds de vigne là que vous voyez, puisque nous en avons 9800 pieds à l'hectare, ce qui est important, bien, il faut qu'on s'occupe de chacun d'entre eux. C'est un véritable jardin potager qui fait 81 hectares. Et chaque pied n'a pas son prénom, mais pourrait presque en avoir. Quand on a la chance d'avoir un terroir comme on a et d'avoir des premiers crus autour de nous, eh bien on se doit de faire de très grands vins. Et ce qui est amusant, c'est justement d'essayer de faire le mieux possible. Voilà, ça me passionne. Il s'appelle le plat du Noël spécial. J'ai vu la météo. Au matin, nous reprenons notre navigation. Traversant la Gironde, nous quittons le Médoc pour rejoindre le Blayais.
Blaye, c'est une place hautement stratégique puisqu'on est situé sur l'estuaire et en même temps on est situé sur une route entre le nord et le sud, entre Saintes, Bordeaux et l'Espagne. Et Blaye avait un port assez important qui s'est développé au Moyen-Âge puisqu'à cette époque-là on exportait déjà du vin de la région vers l'Angleterre. Les pèlerins qui se rendaient à Compostelle devaient également passer par Blaye, s'arrêter ici à l'abbaye Saint-Romain, puisque c'est là que se trouvait le tombeau de Roland, Roland de Roncevaux, le neveu de Charlemagne. Et les pèlerins devaient ensuite prendre un bateau qui les amenait à Bordeaux pour continuer ensuite vers le sud. On ne pouvait pas traverser, comme aujourd'hui avec un bac, puisque on n'avait pas de route dans le Médoc, on avait surtout des marais en fait. Au XVIIIe siècle, Blaye c'est aussi un port important parce que c'est l'avant-port de Bordeaux. C'est-à-dire que tous les bateaux, tous les navires qui remontent vers Bordeaux doivent s'arrêter à Blaye pour déclarer leur cargaison aux fermes du roi, les fermes du roi étant les douanes. Donc on devait déjà payer des taxes évidemment sur les marchandises que l'on faisait rentrer à l'intérieur du royaume. Mais c'est la crainte des incursions navales anglaises et la menace qu'elles font peser sur Bordeaux qui pousse Louis XIV à fortifier Blaye. Confiée à l'origine au comte de Pagan, la construction de la citadelle est finalement reprise en main par Vauban en 1685. Depuis l'océan, on pouvait relativement facilement remonter l'estuaire, la Garonne et en arriver directement à Bordeaux. Donc cette citadelle, elle est là pour bloquer les navires ennemis. On a donc le fort Patay qui est situé sur une île au milieu de l'estuaire à la hauteur de Blaye. Et juste en face, sur la rive gauche, sur la rive médocaine, Vauban a fait construire le fort Médoc. Donc on a 3 km de large, un peu plus de 3 km de large ici, à la hauteur de Blaye. Et le but de Vauban, c'était de pouvoir obtenir des tirs croisés entre les différents éléments de ce triptyque. Les canons à l'époque portaient à 600 mètres maximum en tir direct. Et effectivement, 3 km, c'était trop large. Donc il nous fallait plusieurs forts et une citadelle sur cette rive pour vraiment bloquer le passage aux navires ennemis. Nous quittons Blaye et poursuivons notre navigation en direction cette fois de l'embouchure de la Gironde. Actuellement, on situe une partie très large puisque ça fait 12 km et on approche de l'abbaye de Talmont, qui est l'extrême, pratiquement l'extrémité et l'embouchure de la Gironde qui se jette dans l'océan Atlantique. Lorsqu'on arrive ici sur l'estuaire, qui sommes des vrais marins d'eau douce, ici pour nous c'est la mer, donc c'est large, il y a des vagues, il y a du vent, voilà, c'est la partie différente. Ensuite, lorsqu'on arrivera tout à l'heure vers les falaises, toute sa partie basse, rive droite de l'estuaire est magnifique. Voilà, ça sont les différences énormes. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un petit peu de vent. Pour nous, ce qui est important, c'est de savoir la force du vent et la direction, de façon à pouvoir descendre soit rive droite, soit rive gauche. Le plus important, c'est justement de faire l'évitage, c'est-à-dire le virage au bout de l'estuaire, puisque en fonction de la direction du vent, la houle sera complètement différente. Et pour nous, ça peut poser un problème. Une étroite bande de terre, simple trait barrant la ligne de l'horizon, indique la proximité de l'océan.
Le commandant décide donc de faire demi-tour. Nous quittons l'estuaire de la Gironde et prenons la direction de la Dordogne. Nous arrivons bientôt au bec d'Ambès, qui marque la confluence entre la Garonne, que nous laissons à tribord, et la Dordogne, vers laquelle nous nous dirigeons maintenant. Après avoir dépassé la ville de Bourg, nous poursuivons notre route en direction de Saint-Pardon. Ici on est entré sur la Dordogne, donc c'est quand même beaucoup plus tranquille que l'estuaire. En plus aujourd'hui c'est mer d'huile, donc tout va bien. C'est très calme, très reposant, un petit peu de soleil. Alors sur la Garonne c'est beaucoup plus étroit, c'est beaucoup plus sauvage on va dire, tandis qu'ici c'est un petit peu plus large. La Dordogne est plus large, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. La Dordogne est un fleuve qui est assez large, assez puissant, mais qui est aussi sujet aux marées. Mais la grande différence, c'est ça, c'est les berges donc, sont beaucoup plus larges, beaucoup plus loin, et c'est un petit peu plus plat que la Garonne. Après ce virage à droite, c'est le grand seuil de Saint-Pardon. Ce qui est sympathique, c'est de passer près des villages et automatiquement les gens sortent, hein, puisque c'est pas commun, on est le seul bateau à naviguer ici, un gros bateau. Donc à chaque fois ils sortent, nous font des grands signes et c'est assez sympathique. On est bien accueillis de toute façon. Aucun monument historique majeur, pas de vignoble remarquable, Saint-Pardon est pourtant l'objet d'une étonnante curiosité. C'est un arrêt de travail parce que je suis déjà malade à crever et voilà. C'est sur les eaux étonnamment calmes de la Dordogne que se cache le trésor de Saint-Pardon, le Mascaret. Une vague née du combat de deux forces opposées, la marée montante et le courant de la Dordogne. On va essayer d'avoir un bout de mascaret, voilà. Donc il va pas être super normalement, mais bon, on va voir si on peut avoir une petite onde qui va nous pousser sur 100, 200, 300 mètres, on verra. Voilà. Ça, c'est la nature. Il y a sûrement une explication, mais on ne l'a pas encore trouvé, l'explication.
Le mascaret est là et c'est là qu'il est visible et c'est là qu'il est le plus fort. Voilà, il prend à gauche du village de Saint-Pardon et il finit à droite. Et là, il y a 25 minutes de glisse. Autrefois, les marins utilisaient le mascaret pour remonter plus facilement le cours du fleuve. Aujourd'hui, ce sont les surfeurs qui viennent chercher la vague. À l'époque des marées d'équinoxe, elle peut atteindre jusqu'à 2,50 m de hauteur. Alors ce mascaret? Ah, jolie petite promenade sympathique. Voilà, c'est toujours plaisant. T'as pu monter sur la planche? Non, non, la vague n'a pas marché du tout, du tout. Voilà, bon, ça faisait partie du jeu des aléas. Voilà. Prochaine fois. On va tenter notre chance. Comme tous les gens qui naviguent sur la Dordogne, ils sont obligés de voir Saint-Pardon et d'admirer Saint-Pardon. Donc ce monsieur me salue quand il passe. Donc j'ai la chance d'être saluée par ce beau bateau qui est le Princesse d'Aquitaine. Nous quittons Saint-Pardon et reprenons le cours de notre navigation sur la Dordogne en direction de Libourne. Accueilli par les amis Oh voilà, ils vous voient, ils ont peur. Non, non. Qui c'est qui parle de foie gras? Tiens donc.
La ville de Libourne naît au XIIIe siècle. À cette époque apparaissent en Aquitaine des villes d'un genre nouveau, les bastides. À l'opposé des anciens bourgs qui s'étaient développés de façon anarchique autour d'un château ou d'une église, la construction des bastides est planifiée. Priorité est donnée au commerce. Les rues tracées en damier aboutissent à la place du marché qui devient le centre de la ville. 400 bastides sont créées en Aquitaine entre 1250 et 1400 à peu près. Libourne date de 1270. Et ces bastides sont créées pour 3 raisons principales. D'abord l'insécurité dans les campagnes, rassembler les gens. Ensuite des raisons commerciales pour permettre de développer l'artisanat et le commerce. Et puis pour une 3e raison, c'est la raison stratégique. Les rois d'Angleterre viennent ici, dans cette bastide qui vient de naître, qui a pris le nom donc de Leyburn, de son fondateur, Roger de Leyburn. Et là, le commerce va commencer à grandir d'une façon phénoménale. La place centrale, bordée d'arcades, et les maisons aux façades ouvragées témoignent de la richesse de la ville au Moyen-Âge. Des centaines de bateaux flamands et anglais déchargeaient la laine et les draperies et repartaient avec leur cargaison de vin. Toute l'activité de cette époque est consignée dans un document précieusement conservé dans les archives de la ville. Cet ouvrage à l'étonnante couverture, c'est le livre velu. Voici donc notre fameux et célèbre livre velu. C'est un livre extrêmement précieux, c'est la mémoire de notre ville. Alors le parchemin est beaucoup plus solide que le papier, ce qui explique aussi sa bonne conservation. On peut parcourir ce livre, y découvrir pêle-mêle beaucoup de choses, notamment donc ces chartes que les rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, depuis le mariage d'Aliénor et de Henri II de Plantagenet, ces chartes qui octroyaient à la ville de Libourne nombre de privilèges. C'est un livre un peu composite, donc des chartes, textes administratifs, mais aussi des coutumes de la ville de Libourne, des serments aussi de profession, les bouchers, les barbiers, la vente du sel, le prix du vin. Tout ça est consigné, un peu pêle-mêle, un peu dans le désordre, mais enfin, en tout cas, très très riche d'enseignements. Constamment remaniée au cours des siècles, l'église Saint-Jean n'a plus rien en commun avec le petit sanctuaire construit, dit-on, à la demande d'Aliénor d'Aquitaine. Elle mérite cependant une visite pour les nombreux ex-voto de marins qui rappelle l'importance qu'avait autrefois le port de Libourne. À partir du XVe siècle, le port devient vraiment un port florissant. Et on peut compter jusqu'à 200 bateaux dans le port. Des bateaux aussi bien des 3 mâts, qui arrivent donc d'Europe du Nord, et que les coureaux et les gabarres, qui arrivent des 2 rivières de l'île et de la Dordogne, apportant toutes les denrées. L'activité du port va malheureusement baisser un tout petit peu pendant les guerres de religion. Voilà, il va y avoir un petit vide. Et puis va redémarrer d'une manière assez exceptionnelle, comme Bordeaux, au XIXe siècle. Concurrencé par Bordeaux et par le chemin de fer qui fait son entrée dans la ville en 1851, le port de Libourne s'éteint. Cette ville, qui fut pendant plusieurs siècles au cœur du commerce européen, n'est plus qu'une paisible bourgade vivant dans l'ombre de ses puissantes voisines, Bordeaux et Saint-Émilion, la dernière escale de notre croisière.
Ce village accroché à la colline, c'est Saint-Émilion, une ville dont la renommée va bien au-delà des seules frontières de l'Aquitaine. Sous la double action de ses habitants et de l'UNESCO, qui l'a classé au patrimoine mondial de l'humanité, Saint-Émilion a conservé une véritable authenticité. Aucun bâtiment moderne ne vient parasiter la découverte de cette petite ville née au XIIe siècle. Émilion était un moine bénédictin qui, selon la légende, arrivait de Bretagne. À partir du moment où Émilion s'installe à l'intérieur d'une grotte, il n'y a autour de lui aucune autre habitation. Et lorsqu'il meurt, dans sa grotte d'Ermitage en l'an 767, on peut imaginer déjà une petite communauté religieuse. Peut-être une première implantation villageoise va accompagner les premiers religieux. On peut considérer que sur la fin du XIe siècle, il y a déjà sur place à la fois un bâti civil important et une première fortification. Un seigneur local, le vicomte de Castillon, qui semble mener une existence peu raisonnable aux yeux de l'archevêque de Bordeaux. Il a d'ailleurs été excommunié. Seulement, il part en croisade, au cours de la première croisade, et il va combattre aux côtés du comte de Toulouse et de Godefroy de Bouillon, peut-être jusqu'à Jérusalem. C'est bien là qu'est le mystère. On ne sait pas quels sont les faits d'armes de ce vicomte après la bataille d'Antioche en actuelle Syrie. Sur le chemin de la Terre Sainte, les croisés traversent la Turquie. Ils découvrent les églises creusées dans la pierre par les communautés chrétiennes cherchant à se protéger. C'est peut-être cette découverte qui a inspiré la construction de l'église monolithe de Saint-Émilion. Il y a une influence orientale, comme on peut le découvrir à l'intérieur de cette église creusée entièrement dans la pierre. Il y a aussi beaucoup de modifications qui ont été apportées par les dirigeants religieux successifs qui n'ont eu de cesse de faire correspondre cette église avec les canons officiels d'une église bâtie telle que le voulait le dogme. Lorsque l'on découvre l'église monolithe et que l'on s'avance en profondeur dans les galeries, on arrive dans les catacombes. Les catacombes sont des galeries funéraires qui ont permis d'ensevelir dignement les défunts notables de Saint-Émilion, leur assurant une protection à la fois physique et puis également une protection beaucoup plus spirituelle. Lorsque l'on regarde en détail les éléments sculptés, que ce soit sur le puits de jour qui éclaire les catacombes ou sur les amphieux qui sont ornés, eh bien on peut arriver à déceler des éléments relativement anciens, certains diraient pré-romans, et on peut se demander aujourd'hui si les catacombes n'ont pas été utilisées dès cette implantation chrétienne que l'on peut situer au 8e siècle. Au cours des siècles, le patrimoine architectural de Saint-Émilion s'enrichit d'églises et de monastères romans et gothiques. Mais à côté de tous ces chefs-d'œuvre, Saint-Émilion possède un autre trésor, son vignoble.
On est sur le plateau calcaire, qui est le fameux plateau calcaire en fait, de Saint-Émilion. Pourquoi fameux? Parce qu'il va donner une typicité en fait, au vin de Saint-Émilion. Typicité, ce calcaire il va amener des côtés assez féminins au niveau du vin, en plus du merlot qui est lui-même assez féminin, en fait, assez élégant comme raisin, comme cépage. Et donc on va avoir une différence avec le Médoc, qui est plus des sols de Grave et qui est plus adapté à des cépages comme le Cabernet Sauvignon, qui sont des cépages peut-être plus masculins dans leur façon de se goûter. Ce qu'il faut, c'est avoir un raisin top pour pouvoir faire un vin top. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. Le plus dur, c'est d'arriver à faire ce raisin top. Et je pense que c'est comme tout, c'est beaucoup de temps, il faut y être. Tous les jours. Alors en plus, bon, moi je suis parti dans le bio, la biodynamie, j'essaye l'isothérapie, c'est-à-dire un peu le principe de la vaccination. Le but du bio, c'est quand même que le sol soit en bonne forme, parce que si le sol est en bonne forme, la vigne va être en bonne forme, et du coup, de fait, elle sera plus résistante aux maladies. Ma pâte, elle va se faire dans le vignoble, et le fait que le raisin soit la clé, le fait de changer la façon de faire le vignoble, le goût va changer. Moi, je veux faire un vin qui m'est propre. Et après, ben, vous l'aimez pas, mais au moins, voilà. Mais après, chaque année, je veux que ça soit le meilleur possible. Alors, on est dans les carrières de Saint-Émilion. Carrière d'extraction de pierre. Le village de Saint-Émilion, en fait, il y a à peu près 11,6 ou 11,3 hectares de galeries sous le village sur 2 niveaux. La famille Gadet avait ce domaine depuis le milieu du XIVe siècle. Et pendant la Révolution française, le fils était député et girondin. Et les Girondins se sont abstenus de voter pour la mort du roi Louis XVI. De ce fait, ils se sont retrouvés ennemis de la Révolution. Et donc le fils est venu à Saint-Émilion dans sa propriété de famille. Il s'est caché dans les carrières pendant 4 à 6 mois. Et à la fin, il a été attrapé dans la maison de ses parents et toute la famille a été guillotinée, à part son épouse et ses enfants. Et donc ma famille a racheté aux descendants de la famille Gadet 50 ans plus tard. Et a appelé ce domaine Gadet-Saint-Julien en mémoire de la famille Gadet. Les grandes années de vin comme 47, 61, 1900, 1929. 47, c'est un millésime. Quand j'en parle, j'ai encore le goût dans la bouche, quoi. Et c'est marrant parce que mon grand-père m'avait dit le 47, il était bon tout de suite, il est encore bon aujourd'hui, quoi. Alors qu'il y a des vins qui sont morts depuis longtemps. Et les carrières sont très importantes pour ça, parce que ça permet de garder le vin, ça permet de lui assurer quelque part une longévité.